c'est la troisième formation proposée par la Grève du climat Genève. L'idée était un petit peu d'expliquer le lien entre la lutte pour le climat et notre positionnement anticapitaliste et d'expliquer pourquoi, à notre avis, il est fondamental d'avoir un positionnement qui lie les luttes sociales et les luttes climatiques, comme quoi les deux, autant en termes de causes, de conséquences que de stratégies, ne peuvent être séparés. La première formation avait été une formation de visu qui traitait vraiment de l'historique du capitalisme. C'était le 12 mars, donc juste avant notre semi-confinement. La deuxième formation a eu lieu sur Zoom il y a environ 2 semaines et on a fait un peu une analyse de la stratégie du choc, qui est un élément qui a été conceptualisé par Naomi Klein. Donc, Naomi Klein, ce qu'elle nous présente comme propos, c'est le fait que dans le cadre d'une crise, c'est à ce moment-là que les gouvernements, les régimes, etc., en profitent pour imposer des mesures, soit sécuritaires, soit en termes de santé, soit en termes de règles économiques ou de marché du travail, qui sont la plupart du temps délétères pour la population, pour l'environnement. Et puis, malheureusement, il y a un peu ce contexte de choc où la population accepte de beaucoup de choses, ou ce contexte de peur, d'insécurité, qui fait que même les choses qu'on comprend et qu'on voit venir, malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à se mobiliser ou les acceptent en pensant que ces mesures sont un moindre mal. Dans le contexte où on est actuellement, la difficulté supplémentaire, évidemment, c'est qu'à travers le confinement, il y a moins en plus cette force qu'on peut avoir parmi nos modes de mobilisation traditionnels, que sont de prendre la rue, de prendre les espaces publics ou privés d'ailleurs. Et du coup, il y a toute une série de choses qui sont en train de mise en place. Ce qu'on a vu l'autre jour aussi, c'est le fait que habituellement, dans les périodes de crise, ce sont surtout des mesures sécuritaires qui existent. Donc, toutes ces lois qui sont un peu présentes de côté en tant que mesures d'exception, et puis qui tout à coup, dans le contexte d'un attentat, dans le contexte d'une catastrophe naturelle, sont mises en place pour la sécurité des personnes. Et là, ce qui est intéressant avec la crise du coronavirus, c'est qu'en fait, ils nous sortent les mêmes recettes liées à un contexte sanitaire. Ce qu'on avait entendu de la bouche de spécialistes lors d'une formation du Transnational Institute il y a quelques semaines également, c'est que dans 19% des cas, ces mesures d'urgence étaient ensuite levées une fois la crise dépassée. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'importance d'être vraiment attentive à tous ces sujets. Aujourd'hui, on aura donc 5 prises de parole, je ne sais plus compter. La première, ce sera, on va d'abord regarder une vidéo préparée par Paola sur la question de la stratégie du choc. Et donc, la formation d'aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur l'application concrète en Suisse, dans nos territoires, de ce qui nous pend au nez. Donc, quelles sont les mesures en termes de travail, en termes de privatisation qui risquent d'être mises en place, les mesures financières, l'aide aux entreprises et comment celles-ci vont nous affecter dans le cadre de la crise actuelle du coronavirus. Donc, on va d'abord voir cette vidéo. Ensuite, on aura une intervention de Madé qui va nous parler du concept de crise, comment ça se met en place. Ensuite, ce sera Umberto qui nous parlera, lui, de la question des droits syndicaux, de l'ubérisation du travail et de comment celui-ci est facilité, en partie par les autorités. Il y aura ensuite une prise de parole concernant la libéralisation du marché de l'électricité qui nous sera présentée par Théo. Paola, elle, nous parlera de surveillance électronique et de répression. Et ensuite, nous aurons Patrick qui nous parlera de la création de la dette publique pour financer l'économie, notamment dans le cas précis de Swiss et Edelweiss, donc du sauvetage des entreprises d'aviation actuellement en cours en Suisse. On va commencer. Je vous propose donc la vidéo créée par Paola qui dure une dizaine de minutes. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. We have the best economy, the most advanced healthcare. Today, we spend much of the hour looking at the economic impact of the coronavirus pandemic, what some are calling coronavirus capitalism. La situation sanitaire aux États-Unis
est très préoccupante, mais aussi la situation économique. L'économie américaine détruit de plus en plus d'emplois, du jamais vu depuis près de 10 ans, et cela devrait empirer au mois d'avril. In 2007, Klein wrote The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. Now she argues Trump's plan is a pandemic shock doctrine, but it's not the only way forward. The video opens with this quote from economist Milton Friedman, who says, "Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around." Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. In times of crisis, seemingly impossible ideas suddenly become possible. But whose ideas? Sensible, fair ones, designed to keep as many people as possible safe, secure, and healthy? Or predatory ideas, designed to further enrich the already unimaginably wealthy while leaving the most vulnerable further exposed? La confiance des Français envers l'exécutif est en chute libre. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsables de la casse du système public français. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Cette crise nous sollicite tous, sans exception. Il faut une réaction forte dans tout le pays et il la faut maintenant. C'est le seul moyen de parvenir à surmonter cette crise. C'est un ordre de marche. Le Conseil fédéral annonce l'interdiction de réunion de plus de 100 personnes. In the midst of this widespread panic, corporate lobbyists of all stripes are of course dusting off all the ideas they had lying around. Et sans doute relancer un débat sur la protection des données. La Confédération traque les rassemblements via les téléphones portables. Swisscom transmet les données GPS aux autorités fédérales, mais de façon rétroactive et anonyme. And then there are the ideas being floated to bail out some of the wealthiest and most polluting sectors in our economy, which is a big problem because the virus isn't the only crisis we face. There's also climate disruption, and these industries that are getting rescued with our money are the ones driving it. Pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, disons, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été « on ne fera rien », nous les Européens. La Confédération va cautionner de l'aide financière, des liquidités pour Suisse et Edelweiss. Les crédits qui seront, eux, accordés ou qui pourraient être accordés à Suisse et Edelweiss ne sont liés à aucun critère écologique. Comment pouvez-vous justifier ça après une année de manifestations pour le climat? Look, we know this script. In 2008, the last time we had a global financial meltdown, the same kinds of bad ideas for no strings attached corporate bailouts carried the day. And regular people around the world paid the price. And even that was entirely predictable. Des prêts, notamment les prêts accordés par les banques et la Confédération, les prêts à taux zéro pour les entreprises suisses. Cet argent-là, il va falloir le rendre. Est-ce qu'il y a le risque d'un effet boomerang ensuite quand il va falloir rendre l'argent? Alors, c'est tout le principe ce qu'on appelle des restructurations de dettes. Quand quelqu'un est trop endetté, on lui dit vous remboursez pas demain, vous remboursez dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. On a aussi un autre dérapage qui est en train de se produire. C'est ce dont on parlait au niveau des entreprises. La dette des entreprises est en train de monter, mais la dette des États va exploser. Il faudra bien qu'on trouve une solution pour rembourser cette dette des États. Et ça passe par des taxes?
Alors, ça va passer par l'imagination habituelle pour les taxes. Effectivement, il y a une deuxième solution à laquelle tout le monde pense, mais qui n'est pas forcément une très bonne non plus à long terme, c'est évidemment d'utiliser les banques centrales pour souscrire à ces dettes et qui fait que finalement, ce sont les banques centrales qui payeront la facture à la fin. Mais ça veut dire aussi que les citoyens payeront la facture. 13 years ago, I wrote a book called The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. It described a brutal and recurring tactic by right-wing governments. After a shocking event, a war, coup, terrorist attack, market crash, or natural disaster, they exploit the public's disorientation, suspend democracy, push through radical free market policies that enrich the 1% at the expense of the poor and middle class. Sur ce chantier de l'aéroport de Genève, les délégués du syndicat ont pris la commande des opérations. Alors qu'une majorité de Suisses s'est mis en mode télétravail, ici les ouvriers fulminent. La peur de la contamination au coronavirus s'est propagée. Voilà. Là, vous avez une baraque où il y a apparemment 8 travailleurs qui mangent. Donc les distances de sécurité de 2 mètres, clairement, elles ne sont pas respectées. Ces étapes n'interviennent pas en suivant une logique de hasard. Nous avons eu l'occasion la semaine dernière de présenter la stratégie sur laquelle le Conseil fédéral fonde la constitution de ces étapes. Cette stratégie économique suscite la colère de commerçants à l'image de Pascal Vandenberg. Ces librairies Payot pourront rouvrir, mais 3 semaines après celle de la Migros, par exemple, il dénonce une concurrence déloyale. Privatizing social security, to locking down borders, to caging even more migrants. À l'avenir, les petits consommateurs devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur d'électricité. Le Conseil fédéral propose en effet une ouverture totale du marché. Many of these ideas were dismissed as too radical just a week ago. Now, they're starting to seem like the only reasonable path to get out of this crisis and prevent future ones. If you're a worker, especially a gig worker, there's a very good chance you're out of luck. If you do need to see a doctor for care, there's a good chance no one's going to help you pay if you aren't covered. And if you want to heed the public health warnings to stay home from work, there's also a chance that you won't get paid. Of course, you still need to pay your rent and all of your debts, medical, student, credit card, mortgage. The results are predictable. Les chauffeurs de taxi n'arrivent plus à subvenir aux besoins de nécessité pour leur famille. On vit le jour au jour. Si on ne sort pas pour travailler, on ne peut rien ramener à nos familles pour manger. Et là, c'est vraiment une situation critique. Too many sick people have no choice but to go to work, which means more people contracting and spreading the virus. Le redémarrage rapide demandé par certains acteurs économiques, politiques aussi, est-ce qu'il arrive rapidement ? Difficile parce que ça dépend de conditions, évidemment des conditions de la pandémie, mais en même temps, c'est sûr que l'économie ne peut pas rester au point zéro ou presque zéro plus qu'un certain temps. Donc on a besoin de relancer l'économie, on a besoin de refaire travailler. And without comprehensive bailouts for workers, we can expect more bankruptcies and more homelessness down the road. Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'image qui montre la pauvreté où sont précipités des milliers de personnes en Suisse. Ce sont des employés de maison, par exemple des Philippins, des sans-papiers, mais aussi des régularisés. Ils étaient plus de 2000 ce matin pour recevoir du riz, des pâtes ou des conserves. Marion Fallu dira comment un pan entier de notre société est fragilisé parmi les étrangers, mais aussi les Suisses. The future will be determined by whoever is willing to fight harder for the ideas they have lying around. Sous le capitalisme, il y a des crises et ces crises ont une cause. Donc on avait dit sous le capitalisme, les ouvriers qui sont employés dans les usines, ils vont créer une certaine valeur et leur salaire va être inférieur à la valeur qu'ils vont créer. Le reste, c'est le profit d'entrepreneurs du capitaliste.
Ce que ça implique donc sur le long terme, c'est que les ouvriers, les travailleurs, les employés de toutes sortes n'ont pas assez d'argent pour consommer tout ce qu'ils ont produit. Donc, au bout d'un moment, il y a une crise que nous, on nomme une crise de surproduction, pas juste une crise économique, ce qui implique que, justement, il y a eu trop d'objets de valeur créés par rapport à ce qui peut être consommé. Et en ce moment, on est dans une crise de surproduction. On est dans une crise de surproduction qui est déclenchée par le coronavirus, mais le coronavirus n'est pas la cause finale de cette crise. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase, en quelque sorte, mais elle était prévisible. Alors, donc, ce qu'il y a comme réponse possible à la crise économique, il y a notamment les mesures keynésiennes, donc, qui sont en fait une intervention de l'État dans l'économie. Donc, c'est l'État qui va dire on va investir tant de milliards, par exemple, pour sauver Suisse et Edelweiss, ou pour payer des chômages partiels, pour renflouer les banques, etc. Et ça compense en fait le manque de consommation et la surproduction, en fait, les biens qui sont en attente d'être vendus et qui ne peuvent pas être achetés vu que la population est trop pauvre. Donc cet engagement de l'État dans l'économie, c'est une des solutions possibles, mais il y a aussi l'endettement. Donc l'endettement qui peut être public ou privé, mais l'idée c'est que les gens, vu qu'ils ne gagnent pas assez pour consommer tout ce qu'ils ont besoin et tout ce qu'ils produisent, ils vont s'endetter. Ou alors l'État va s'endetter pour financer des biens à la population. Mais le problème sur le long terme, c'est qu'évidemment, les dettes, il faut les rembourser. Et au fur et à mesure que le poids de la dette devient de plus en plus fort, les gens font faillite, ils doivent tout vendre et ils se retrouvent à avoir tout perdu, ou les États font faillite, comme on a pu voir en Grèce, où c'était plus possible de rembourser toutes les dettes qui étaient demandées. Donc on voit que les crises de surproduction n'ont pas une solution réelle en fait. Il peut y avoir une reprise après la crise, mais il y en aura forcément une autre à un moment parce qu'on va se remettre à surproduire et il y aura de nouveau trop de marchandises par rapport au nombre d'acheteurs. Donc, dans la crise qu'on voit actuellement, on peut voir qu'il y a une décroissance. Donc, on voit qu'il y a moins d'avions dans le ciel, qu'il y a les animaux qui reviennent dans la nature, etc. Enfin, dans la ville, c'est génial. Mais le point négatif de cette décroissance, c'est que l'impact sur la population, il est évidemment pas du tout souhaitable. On voit les 2000 personnes qui font la queue pour avoir à manger, et les gens qui sont complètement, qui ont perdu leur travail, surtout les travailleurs précaires au noir, qui sont déjà dans une mauvaise situation, qui se retrouvent à avoir plus grand-chose en fait. Donc la décroissance n'est pas possible sous le capitalisme, parce que le capitalisme est basé justement sur une croissance et sur le fait qu'il y a besoin de plus en plus d'argent pour consommer tout ce qui est produit de façon exponentielle. Donc, pour éviter les crises économiques et les crises de surproduction, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'éviter le capitalisme, en fait. Parce que le capitalisme va générer des crises. Et là, ça pose, évidemment, c'est très vulgarisé, il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire, mais on a un temps assez limité. Donc, pour sortir du capitalisme, moi, je vois deux solutions. Donc, il faut se former, comprendre, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec ces présentations et on espère que ça va motiver des gens à lire ou à s'engager. Et il faut s'organiser aussi parce que tout seul, on ne pourra rien faire. On peut juste subir la crise, perdre son travail ou avoir les problèmes de la crise et puis après, tout repart comme avant et puis on finit toujours dans la même situation avec la majorité de la population qui est lésée en fait par ce cycle de crise infernale. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faut se former et s'organiser. Et voilà, s'il y a des questions de compréhension, faudra les mettre dans le chat ou plus tard, quand il y aura une discussion ouverte, s'il y en a une à la fin. Je passe la parole au prochain intervenant. Alors, merci déjà pour votre invitation. Comme c'est arrivé un peu dans la précipitation, donc je n'ai pas une présentation académique, je vais partager plutôt avec vous deux situations concrètes qu'on est en train de vivre en Suisse depuis quelques semaines pour comprendre peut-être un peu mieux ce qu'on vient de voir dans la vidéo, ce que disait Naomi Klein, de comment le système va s'en profiter et de comment certains gouvernements très proches de ces pouvoirs occultes, représentés par les grandes entreprises et les grandes banques,
comme on le voit très dernièrement ici chez nous. Alors, j'aimerais commencer par une situation très concrète qu'on a vécue en Suisse au tout début, disons, de la crise officielle, à savoir le Conseil fédéral, le 16 mars, annonce à tout le pays l'entrée dans une phase exceptionnelle, et que, comme phase exceptionnelle, ça implique une espèce de législation d'urgence qui concentre tout le pouvoir décisionnel et d'application entre les mains d'une poignée de fonctionnaires qui, disons, pour certains secteurs, ont déjà fait leur preuve d'être très, très fidèles aux dogmas néolibéraux. Et je voudrais vous présenter ce soir, pour avoir un cas très, très concret, ce qui s'est passé dans le secteur du transport et de la logistique. C'est le secteur que j'organise depuis quelques années, surtout en Romandie pour le syndicat Unia. Alors, le 17 mars, c'est-à-dire le lendemain de l'ouverture des mesures officielles contre l'épidémie, il y a une première série, un premier paquet de mesures qui est pris par l'OFRU. L'OFRU est l'Office fédéral de la circulation routière. Donc, disons, c'est formellement l'autorité qui s'occupe de tout ce qui circule en Suisse au niveau privé, public et évidemment au niveau commercial pour les transports poids lourds. Et il y a ces premiers paquets où, disons, les mesures principales concernent la possibilité de pouvoir travailler à toute une série de personnes qui avaient des soucis par rapport à leur permis, autorisation aux formations, donc une libéralisation des conditions d'accès aux professions à travers des règles qui ont toujours existé pour permettre seulement au personnel réellement formé et réellement en condition d'exercer, de pouvoir se mettre sur la route. On le rappelle, les chauffeurs routiers sont en Suisse, représentent une catégorie parmi les plus à risque pour la santé et les accidents au travail. Donc, après ce premier paquet de libéralisation de mesures, concentré sur faciliter la capacité des gens à continuer à travailler, quelques jours plus tard, le 20 mars, on arrive à un deuxième paquet de mesures, cette fois beaucoup plus dur, quelque chose que le jour de cette annonce nous a énormément choqués, moi et mes camarades aussi en Suisse allemande, pour la dureté des mesures et surtout parce qu'on allait radicalement modifier ce que jusqu'à hier, comme était justement rappelé dans la vidéo, jusqu'à hier, même les plus radicaux des ultralibéraux avaient juste rêvé en sachant que ça aurait provoqué dans le pays une tollée d'opposition. Eh bien, l'ont fait avec leur conférence de presse tout sympa à Berne et par la suite mis noir sous blanc dans les ordonnances. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans ce deuxième paquet du 20 mars? Toujours l'agence fédérale en question, l'OFRU, prend deux mesures parmi les autres, parce que la liste est un peu longue. Je vous rends attentif à ces deux mesures. La première, c'est que la durée totale de conduite pour 2 semaines consécutives peut attendre 112 heures au lieu de 90 heures. Ça signifie que la durée hebdomadaire de travail pour les métiers de la route a augmenté de 45 heures hebdomadaires jusqu'à 56. Et de l'autre côté, le repos hebdomadaire, qui normalement est fixé au minimum à 12 jours de repos, entre ces 2 repos hebdomadaires, le guide peut prendre donc, seulement 5 repos au lieu de 3, mais en échange, les 2 repos hebdomadaires sont réduits à 36 heures au lieu de 45 heures. Signifie on doit travailler plus et on se repose moins. Je vous laisse imaginer quelle est la première conséquence, évidemment la sécurité de la santé de ces chauffeurs et évidemment une explosion de la productivité du même personnel qui, pour rappel, n'a eu jusqu'aujourd'hui même pas un centime d'augmentation. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais on a fait une enquête nationale ces dernières semaines avec beaucoup de réponses, environ
1100 personnes, travailleurs du transport, ont répondu à ces questionnaires. Ils nous ont clairement indiqué que la situation, encore aujourd'hui, est très grave en termes de respect des conditions de santé et de sécurité, et que surtout d'un point de vue salarial, personne n'a vu encore un centime. Alors qu'en même temps, comme on le voit, on fait exploser la productivité, on fait travailler les gens encore plus pour une question qui est clé. Tout le monde a compris pendant ces dernières semaines de crise sanitaire qu'il y a des secteurs qui sont effectivement stratégiques pour le maintien du système économique suisse interne et aussi extérieur. Un de ces secteurs stratégiques est évidemment la logistique et le transport, qui jusqu'à hier était un peu le parent pauvre de tous les secteurs de l'économie privée en termes d'attention et de valorisation professionnelle. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est sans ces personnes, sans les livreurs, sans les chauffeurs, l'économie en Suisse, concrètement, serait à l'arrêt total. Même en mettant toutes les personnes dans les usines à produire tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas de gens qui transportent ces marchandises, tout simplement, l'économie est à l'arrêt. Et alors, on a vu un phénomène très concret, pour avoir un exemple concret de comment en Suisse, ces thérapies néolibérales sont mises tout de suite en application. Eh bien, juste quelques jours après l'entrée en vigueur des mesures, le 20 mars, comme je vous disais, l'OFPRU met en place cette méga dérégularisation des conditions de travail, comme on ne l'avait jamais vu auparavant en Suisse. Alors, la réaction que nous, on a eue comme syndicat était immédiate. On a fait un communiqué de presse où on a clairement dénoncé ces mesures, qui n'étaient pas forcément repris par tous les médias, mais qui arrivaient quand même au sein des autorités fédérales. Et la seule concession que les autorités ont fait, je dis heureusement, était de limiter ces mesures jusqu'au 30 avril. Soi-disant, ils ont respecté au moins leur annonce que les mesures exceptionnelles devraient effectivement être maintenues seulement pour une période exceptionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, lundi 4 mai, j'ai dû vérifier si effectivement ils ont maintenu la parole. Et officiellement, sur le site de l'OFPRU, de cette agence fédérale, effectivement, ils ont annoncé que les dérogations décidées le 20 mars ont été retirées depuis le 30 avril. Donc, à partir d'aujourd'hui, en théorie, ces dérogations n'existent plus. Pourquoi j'ai dit en théorie? Parce que malheureusement, dans la pratique, on voit que cette facilité à faire travailler les gens à n'importe quelles conditions, comme les autorités fédérales ont très clairement dit pendant des jours et des jours ces dernières semaines, eh bien, a poussé des employeurs à s'en profiter, même beaucoup plus de ce qu'ils font certains employeurs peu respectueux de son personnel d'habitude. Et j'aimerais comme ça passer au deuxième cas très concret, toujours dans le secteur du transport logistique. Et c'est un peu la situation vécue par les livreurs urbains, les livreurs de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ou à l'américaine de last mile, c'est-à-dire comment livrer dans une société de plus en plus urbanisée. Et on l'a vu que ces dernières années, il y a un modèle économique qui essaie de s'imposer à travers des méthodes très douteuses, sûrement illégaux, au moins dans le cadre légal suisse. Je parle des plateformes numériques, comme par exemple Uber Eats, Smood ou Eat.ch. J'ai aucun souci à donner les noms de ces sociétés parce qu'on les a dénoncées formellement aux autorités et auprès des instances paritaires pour les méthodes et les pratiques que ces sociétés continuent à faire depuis leur arrivée sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ces dérogations bénies par les autorités fédérales, la réalité dans certains segments du transport, donc dans la livraison à domicile plus particulièrement, sont devenues un peu la règle. La règle est même mise en exemple par certains magistrats, pour ne pas le citer, Pierre Maudet, le magistrat en chef du département du développement économique à Genève, que les premiers jours de crise, donc pendant la première semaine, est un peu ressorti de l'ombre politique où il était ces derniers temps et annonce une série de mesures, aussi lui, des mesures d'urgence
pour sauver les entreprises de la crise. Et qu'est-ce qu'ils trouvent comme belle mesure? Mettre de l'argent public, qu'on estime à environ 250 000 francs selon les annonces publiques que vous pouvez retrouver sur le site du département du développement économique à Genève, et où vous trouverez aussi le communiqué de presse officielle et où clairement le département dit on va financer ces plateformes parce que ça permettra aux Genevois de commander des repas à domicile, comme si en période de crise sanitaire, on avait besoin de se faire un sushi hamburger alors qu'il manque toutes les protections et les dispositifs pour protéger sa santé. Et donc, en facilitant la commande online, en facilitant la numérisation à la sauvage que ce magistrat avait en tête, il a mis la main à la poche du contribuable et il a mis à disposition de l'argent public pour financer le développement de ces plateformes. Alors, pourquoi tout ça c'est scandaleux? Au-delà de l'utilisation d'argent public, c'est aussi scandaleux. Pourquoi? Parce que ces plateformes sont organisées de la façon suivante. J'essaie de résumer pour essayer de terminer dans le temps donné par les organisateurs. Mais à 3 mots, il y a aujourd'hui la situation suivante. Uber Eats continue à n'avoir aucun employé officiel, c'est-à-dire il ne fait pas de contrat de travail, il ne paye aucun salaire, ni aucune assurance sociale. Il fait des contrats quand même de partenariat et il continue à considérer tous les livreurs comme des partenaires indépendants. Pour rappel, à Genève, il y a environ 400 livreurs qui travaillent pour cette plateforme, dans la plupart des jeunes précaires, mais aussi beaucoup de personnes d'un certain âge. Je ne connais personnellement, ils sont membres chez nous à Ounia, de personnes de plus de 50 ans qui travaillent pour Uber Eats pour arriver à la fin du mois. Ces personnes, évidemment, n'ont aucune protection. On les a dénoncées. Les autorités genevoises avaient pris une décision à l'été 2019 qui a fait objet d'un recours et qui, depuis septembre, est dans quelques tiroirs de la chambre administrative genevoise qui, depuis, n'a plus jugé cette affaire. Donc, on est toujours en attente. Smooth et Hit.ch, à l'envers, ont compris un peu la leçon du conflit de l'année passée et ils ont décidé, à l'automne, de commencer à faire des contrats de travail. Donc, on pourrait dire une bonne nouvelle. Le problème, c'est que cette bonne nouvelle se traduit par des contrats de travail très précaires avec des salaires de misère d'environ 8-9 francs de l'heure, alors qu'en réalité, le salaire minimum pour un livreur à Genève est de plus de 20 francs, y compris des indemnités pour les vacances et les jours fériés, comme tout travailleur actif dans notre pays. Donc, face à ce type d'arrogance de la part de ces sociétés qui pensent de pouvoir complètement s'en foutre du cadre légal de ce pays, évidemment, le soutien économique qu'a donné le canton de Genève, pour nous, ça reste un mystère, si on veut être gentil, ou plutôt un soupçon, si on veut penser mal, de certains liens et partenariats entre la droite néolibérale, qui est bien forte encore dans ce pays et dans le canton de Genève, et évidemment certaines multinationales ou sociétés qui, à travers la fausse image de progrès, de numérisation, de foi aveugle dans la technologie, en réalité ne font que répéter des vieux schémas d'exploitation et de paupérisation des travailleurs et de la population en général. Je m'arrête là. Je pense ces 12 exemples très, très concrets, très, très pratiques, qui sont d'une actualité incroyable parce qu'on n'a pas encore reçu réponse aux dénonciations formelles qu'on a fait au magistrat en charge, c'est-à-dire M. Poggia et au président du Conseil d'État, M. Odgers. Mais évidemment, ça pourrait nous donner quelque chose de très concret à discuter pour le débat qui est fait dans le cadre de cette formation et qui évidemment doit nous encourager à continuer à se battre parce que la crise sanitaire risque d'être vraiment utilisée pour des libéralisations et des exploitations encore plus grandes de ce qu'on a connu auparavant. Merci pour la présentation, Berthe, c'était très intéressant. Et maintenant, je vais parler rapidement de la libéralisation du secteur de l'électricité, donc autre sujet important dont on parle peu et on est peu au courant, mais qui est également essentiel, tout comme les livraisons et le transport de marchandises, de repas, etc., l'électricité évidemment.
est un secteur essentiel. Et en plus, on peut faire évidemment plein de liens avec toutes les questions climatiques et les questions sociales. Alors, c'est quelque chose qui est passé, je pense, inaperçu pour beaucoup de personnes et qui a été très peu mis en avant par les médias, sauf quelques médias de gauche. Donc, d'où l'intérêt d'en parler aussi. C'est comme mesure dans le cadre de la stratégie du choc menée actuellement par les milieux de droite, par le patronat, par le gouvernement. C'est la libéralisation du marché de l'électricité en Suisse. C'est quelque chose qui se prépare depuis de nombreuses années et donc il n'y avait pas une urgence en particulier à prendre ces mesures actuellement, mais le contexte permet, disons, de prendre des mesures plus rapidement et qui ne seront pas forcément, la contestation est rendue plus difficile par évidemment le contrôle de l'information et puis par le fait que les droits démocratiques sont extrêmement restreints, par exemple, évidemment, la liberté de réunion et de manifestation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc, libéralisation du marché de l'électricité? Je vais faire très court parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, donc je ne vais pas entrer dans les questions trop techniques, mais c'est une ouverture totale du marché. Et ce que ça signifie, c'est que chacune, donc les petits consommateurs, consommatrices, que sont les PME et ménages, pourraient, avec cette réforme, décider librement, avec beaucoup de guillemets, leur fournisseur d'électricité à l'avenir. Alors qu'actuellement, le marché libre en ce qui concerne l'électricité concerne uniquement les gros consommateurs, donc plus de 100 000 kilowatts par an. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces proportions. Mais donc les grandes entreprises. Et donc, la libéralisation totale du marché de l'électricité, elle est vantée surtout donc, par la droite, par le PLR, etc., pour plusieurs raisons. Pour le fait qu'il est extrêmement important pour les milieux économiques de libéraliser le marché de l'électricité afin que la Suisse s'aligne sur d'autres pays européens qui l'ont fait. Et ça, afin aussi de signer des accords bilatéraux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, donc dans une optique de libre-échange. Également aussi parce que, soi-disant, ça favoriserait la compétition et donc ça pourrait réduire les prix, selon de nouveau la droite. Et puis également, le Conseil fédéral même a bien saisi évidemment les mouvements climatiques, les mouvements écologistes, etc. et dit que cette libéralisation pourrait permettre un plus grand de s'approvisionner plus largement en énergie renouvelable. Et également de décentraliser le marché de l'électricité et de permettre à des petits producteurs, productrices d'électricité de participer au marché et donc qu'ils ne soient pas concentrés dans des mains publiques. Alors évidemment, ça a de nombreux aspects négatifs, ce projet. Et donc, il y a donc les syndicats et des partis de gauche qui s'y opposent. Alors effectivement, le fait que le marché de l'électricité, une fois libéralisé, permettrait aux consommateurs-consommatrices de payer moins cher. C'est quelque chose qui ne fait pas du tout consensus comme analyse, parce que donc on voit que dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne ou comme la France, les prix ont augmenté pour la plupart des consommateurs et consommatrices. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ce n'est pas du tout sûr que ça favorise les énergies renouvelables. Et il faut savoir aussi que les énergies renouvelables ne sont pas forcément positives pour l'environnement. Elles peuvent avoir un bilan négatif selon dans quelle manière les projets d'énergie renouvelable sont menés, à quel endroit, etc. Donc, il faut prendre un certain nombre d'aspects. Donc, on peut évidemment noter qu'il y a toute une stratégie de greenwashing derrière la décision étatique en mettant en avant l'argument de la durabilité. Il y a aussi le fait que ça mettrait en fait toutes les productions d'énergie sur le même pied et ça ne ferait donc pas payer les externalités négatives des différentes énergies fossiles. C'est-à-dire que quand une entreprise produit des énergies fossiles, et ben évidemment, cela a un impact négatif sur l'environnement, sur la société. Et or, ce n'est pas l'entreprise en question qui va les payer en étant mis sur un pied d'égalité avec les autres acteurs, actrices de la production d'énergie. Également, donc, la politique de concurrence
qui amènerait une réduction des prix. Donc ça, on entend aussi souvent cet argument par rapport aux caisses maladie, sans qu'il y ait eu évidemment de réduction des primes, tout au contraire. Il y a aussi un certain nombre d'autres problèmes, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle démocratique sur l'électricité, alors que c'est un secteur évidemment majeur, le fait de dépendre de l'étranger, c'est quelque chose extrêmement problématique d'autres pays, sachant que donc, le système international, on a bien vu actuellement comme il est instable et il est fait de différents intérêts, et donc dans un système mondialisé néolibéral, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et puis aussi, on peut aussi noter le fait qu'il y aurait peut-être des manques de réserve, qu'il y aurait une forte instabilité. Donc, je vais vous mettre des sources après, si vous voulez, vous êtes intéressé par en savoir plus. Mais donc, comme je dis, je ne suis pas un expert de ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de critiquer ça, évidemment, et de regarder quelles solutions on pourrait mettre en avant à la place pour proposer d'autres modèles. Par exemple, en termes de consommation d'électricité, c'est quelque chose de fondamental par rapport à la transition climatique et environnementale et sociale qu'on veut. Et donc, il y a plusieurs chercheuses et chercheurs qui proposent, par exemple, une tarification dynamique et progressive de la consommation d'électricité. Donc, progressive dans le sens, évidemment, aussi, plus la consommation est élevée, plus on paye. Et donc, évidemment, les grands consommateurs payeraient plus, en particulier donc, les grandes entreprises. Ça serait une possibilité. Il y a également la possibilité de mettre des quotas et des surtaxes, c'est-à-dire fixer un niveau à partir duquel, en plus quand la consommation d'électricité est plus élevée, eh bien, il y a une surtaxe qui s'applique pour le consommateur ou la consommatrice. Et donc, de nouveau, le but, c'est de faire payer plus cher les responsables des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation abusive ou, disons, très élevée d'électricité. Et puis finalement, alors pour ne pas faire trop long, la solution vers laquelle évidemment il faudrait tendre, ça serait une socialisation du secteur de l'électricité. C'est quelque chose qui est proposé par plusieurs chercheurs-chercheuses et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans le but évidemment d'avoir un contrôle public et démocratique et collectif sur cette ressource stratégique. Et ça, donc, on pourrait envisager ça pas uniquement sous une forme centralisée, mais également décentralisée, avec des coopératives de production et de consommation d'énergie. Voilà, donc c'est un peu des pistes, mais c'est un peu compliqué d'entrer dans le détail en si peu de temps, et sachant qu'il y a plusieurs voies de personnes qui proposent des solutions et des alternatives par rapport à ça. Donc voilà, on pourrait discuter d'alternatives éventuellement dans la discussion, mais l'important c'était surtout de ne pas oublier ce secteur essentiel et cette mesure dans le cadre de la stratégie du choc qui est peu connue, et donc c'est important d'en parler et de la contester dès qu'on le pourra. Voilà. Moi, je vais vous parler du traçage et de la répression. Pour commencer, par rapport au traçage, j'ai d'abord voulu faire un petit peu, reculer un peu au niveau mondial, puis parler un petit peu de totalitarisme numérique, et puis avec la question jusqu'à quel niveau de surveillance on va pouvoir endurer nos libertés, en fait. Enfin, nos libertés vont pouvoir endurer. On sait que, par exemple, en Europe, le gros boom de la surveillance numérique est arrivé au moment où il y a eu les attentats en France. Il y avait déjà des caméras partout, enfin il y a déjà eu des surveillances numériques, mais notamment à Nice où il y a eu ces attentats terroristes. Nice est doté de plus de 2000 caméras. Ça n'a pas empêché les attentats, malheureusement, mais il y a un marché sur la surveillance économique qui s'est ouvert à partir de ce moment-là, et notamment avec la surveillance de reconnaissance faciale. Alors, en France, ce n'est pas encore légal, mais en tout cas, à Nice, ils sont en train d'essayer de mettre ces nouvelles dispositifs de surveillance. Et ça montre que, comme en Chine, par exemple, où on sait que les gens sont surveillés H24 avec des caméras de reconnaissance faciale, et puis qu'en plus, ils ont mis des points d'incivilité, et ces points d'incivilité amènent que finalement, on est fiché, et puis alors après, on ne peut plus louer d'appartements, on ne peut plus avoir des services,
on ne peut plus avoir je sais pas, un emprunt ou d'autres choses. On n'est pas encore arrivé là, mais disons que chaque chose amène une autre. Et surtout, mettre l'accent sur le fait que c'est un gros business, jouer sur la peur, en fait. Et ce business, il vient, en fait, en gros, d'Israël, avec tous les problèmes qu'il y a là-bas. Et c'est une boîte qui a monté un nouveau système, un nouveau dispositif de reconnaissance faciale qui s'appelle AnyVision, qui a ouvert son marché sur 43 pays dans le monde et qui est coté en bourse et qui pose la question en disant mais qu'est-ce que vous préférez, être en sécurité et avoir juste un moment de scanner votre visage ou prendre des risques? Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est que par exemple, au niveau des risques, des attentats, ils sont là, c'est clair, on ne va pas les nier. Mais par exemple, par rapport au taux de mortalité de pollution dans l'air, il est beaucoup plus élevé qu'un risque au niveau des surveillances électroniques. Et pour les problèmes de santé liés à la pollution et liés à tout ça, il n'y a pas de surveillance pour les entreprises et sociétés qui polluent. Par contre, c'est vrai que quand on fait des surveillances électroniques, tout le monde est surveillé, mais on caractérise spécifiquement les gens qui sont marginalisés, les gens qui sont pauvres ou les gens qui sont peut-être pas forcément d'accord avec ce système-là. Quand on vous dit mais si vous avez rien à vous reprocher, ben ça fait rien. Effectivement, même si on n'a rien à se reprocher. Si par exemple, moi j'ai des idées qui vont contre le courant, et ben ça pose un problème. Pourquoi? Mais parce que derrière, c'est pas le même programme politique derrière. Donc on entre là dans quelque chose qui est ciblé par rapport à certaines personnes et pas à d'autres. Et ça cause des problèmes. Par exemple, en Amérique, il y a eu, dernièrement, on en a parlé, il y a une société américaine, Clearview, qui elle a pris 3 milliards de photos sur Internet pour scanner pour des surveillances électroniques, surveillance faciale. Et ça a été pris sur Facebook, YouTube, Twitter, sans la demande de personne. Et il y a des Suisses dedans. Et la Confédération, donc, elle s'est informée là-dessus et elle a demandé des renseignements à cette société, elle a demandé la destruction, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas trop ce qui se passe avec. Et alors, la Confédération, elle demande à ce que les gens peuvent aller sur l'application, par exemple, de Facebook, et puis on peut enlever reconnaissance faciale, etc. Mais les photos, elles ont déjà été prises. Et ça, on ne sait pas où elles vont, on ne sait pas dans quelles mains elles passent. Et ça, c'est des choses qui viennent s'ajouter à une sorte de surveillance et puis de passe-droit sur l'anonymat, qui est un droit humain, en fait. Et le problème, c'est pas seulement aussi d'enlever comment ça s'appelle, l'idée on amène à ça, c'est pas encore là, mais quand on a des situations de crise comme ça, quand on vient par exemple avec cette application qui va arriver bientôt, la semaine prochaine, elle devra être mise en place pour ce qui est du traçage des personnes qui sont malades, on s'est dit, bon, oui, on pense que ça va nous aider, mais en fait, ça ouvre la porte à des choses qui peuvent plus tard être plus facilement acceptables, qui peuvent être utilisées pour d'autres choses. Quand on utilise un système de traçage de personnes, ça met en place la possibilité d'ouvrir un marché au niveau santé sur les gens. Il faut savoir que cette application, elle a été créée donc, par le PFL et puis est soutenue par le système de santé en Suisse. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est suisse que c'est fiable. Il faut savoir qu'il faut que cette application soit compatible avec Google et Apple. Donc, de toute façon, il y a un lien là derrière. Ils ont même changé le nom de la compatibilité avec Apple, qui s'appelait, je ne trouve plus le nom, mais qui s'appelait Apple Tracing, je ne sais plus quoi, qu'ils l'ont appelé
ils lui ont donné un autre nom pour justement pas qu'il y ait de connexion, qu'on fasse on se dise, ah, mais en fait, c'est du vrai traçage. Et donc, tout ça arrive petit à petit et on se dit, mais en fait, c'est comme quand on a eu les téléphones. On s'est dit, oh, on peut utiliser les téléphones. Et puis, après, on veut utiliser le téléphone. Et après, ça sera, on doit utiliser le téléphone. Le jour où on arrivera où on sortira sans téléphone, on se fera attraper par la police en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne sortez pas de votre téléphone? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Donc, en fait, c'est juste, j'essaie d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses qui sont amenées par la crise qui peuvent sembler être normales, mais en fait, elles se mettent en place et après, elles deviennent une banalité, quelque chose qui devient normal. Et là, il y a une alarme parce qu'on amène à une sorte de totalitarisme numérique absolu. Et par rapport à ça, et par rapport justement à cette utilisation pour amener une certaine répression, on a vu en Suisse, par exemple, des répressions qui ont eu lieu pendant la crise. Alors, bien sûr, on se dit, bon, on met des amendes, toutes les personnes qui ne se conforment pas aux mesures sanitaires, elles auront des amendes, jusqu'à 5 000 francs d'amende. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité. En Suisse, on a eu semi-liberté, enfin semi-confinement, donc on pouvait encore sortir. Mais imaginez qu'il y a des personnes qui vivent dans des petits logements, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas la possibilité de respecter ces mesures à la lettre et qui subissent en plus la répression. Ici en Suisse, pour l'instant, ce n'est pas comme en France où on voit, c'est absolument flagrant quand on voit que dans les beaux quartiers, les gens n'ont aucun problème, puis que quand on regarde dans les banlieues, ils se font massacrer par la police. Ça, c'est justement la différence entre les classes sociales par rapport aux mesures. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu le problème aussi des prisonniers, quand ils ont eu besoin de revendiquer, de pouvoir respecter les mesures dans les cellules. Il faut savoir que Chambellan est surpeuplé grâce à notre procureur de Genève et qui ont revendiqué donc, des droits pour pouvoir appliquer les mesures. La seule réponse qu'ils ont eue, ils ont appelé la police menacée de répression de violence et on les a mis au cachot. Certains 10 jours de cachot, ce qui n'est pas plus, avec une petite phrase ironique en disant maintenant ils sont contents, ils ont une chambre pour eux tout seuls. Donc vous voyez comment on peut, la surveillance électronique, la répression, elle est utilisée en 2 temps selon dans quel milieu on vient. Alors je voulais juste finir par une petite phrase en parlant justement de tout ça et en disant qu'il ne s'agit pas de mettre en doute le virus, mais de faire la distinction entre la pandémie et sa mise en scène, entre les mesures, les risques, les menaces de contagion et son instrumentalisation par l'État pour s'assurer un contrôle social total. Est-ce que cette crise n'est-elle pas une aubaine pour l'État et le capitalisme? Voilà. Et je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Alors, je vais parler donc de la crise. Qui paye la crise et qui la payera? Alors, la première chose à voir, c'est maintenant, avec le confinement, les entreprises sont à l'arrêt, les magasins sont fermés, les restaurants aussi. Ils ne font plus d'argent, mais ils continuent à devoir payer leur loyer, leurs impôts et à rembourser leurs dettes. Donc, comme ils ne peuvent pas travailler comme avant, ils perdent de l'argent. Certains ne rembourseront pas leurs emprunts auprès des banques et feront faillite. Dans ce cas, ce sont les banques qui perdront les sommes qu'elles avaient avancées. De grosses sommes. On va donc vers une grande crise économique avec des gens au chômage, des banques appauvries, bref, la crise, la récession. Du coup, on nous répète qu'il faut que l'État sauve l'économie. Alors, dans une tribune de début avril, un collectif dont fait partie Bernard Friot remarquait que derrière le mot économie, qui pourrait signifier le bien commun, le travail pour tous, se trouve en fait le capitalisme destructeur. L'intervention de l'État n'a pas pour objectif que de sauver le capitalisme et nullement l'économie réelle. Demander à l'État de payer pour sauver l'économie, c'est tomber dans un piège. Les auteurs craignaient que, comme en 2008, l'État soutienne des sociétés de capitaux engagées dans une course effrénée à la valorisation. Une fois celle-ci renflouée par l'argent public, les affaires reprendront de plus belle,
selon la logique capitaliste d'austérité pour les travailleurs, de casse des services publics et de fuite en avant dans une croissance indifférente aux besoins socio-écologiques. La tribune se terminait par un appel à changer notre façon de vivre et réorienter toute l'économie en fonction des impératifs de la transition écologique. Il fallait sauver l'économie de la faillite capitaliste et non sauver l'économie capitaliste de la faillite. Mais comme on pouvait le craindre, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ainsi, en Suisse, c'est même tout le contraire qui s'est produit, comme partout ailleurs. Le Conseil fédéral est intervenu pour se porter garant à hauteur de 60 milliards de prêts qu'il faudra lui rembourser. Grâce à ça, tout est repoussé de quelques mois. Donc, on aura bien une explosion des faillites et du chômage, mais peut-être pour Noël, comme un beau cadeau. Ne vous faites pas d'illusions, hein, ça va créer un tsunami, mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, voyons déjà quelle contrepartie l'État a demandé pour son aide. Réponse, aucune. Le Conseil fédéral a fait une demande aux entreprises de ne pas offrir de dividendes, c'est-à-dire des versements aux actionnaires. Mais la Confédération se garde bien de l'exiger. Donc pour ces entreprises qui ont des aides publiques ou du chômage partiel, ce sont nos impôts qui financent les actionnaires. Des pétitions peuvent être signées contre cela. À la fin de l'intervention, je vous mettrai tous les liens sur le chat. Pire que l'absence de contrepartie, ce soutien s'effectue sans aucune vision à long terme. Il s'agit de rétablir le rapport de force favorable aux entreprises dans les mêmes conditions qu'avant la crise. Ainsi, la Confédération a apporté son soutien au secteur aérien et aux compagnies d'aviation suisses et Edelweiss pour presque 2 milliards de prêts. Une autre possibilité plus volontaire serait d'investir dans ces compagnies pour les racheter et du coup changer leur politique, voire de les nationaliser totalement et ainsi décider de leur transformation. Ces décisions ont créé une polémique et lorsque la verte Lisa Mazzone s'est prononcée contre, des élus de droite évidemment, mais aussi de gauche, lui sont tombés dessus. Preuve que nous avons du travail à faire pour changer les mentalités. Là aussi, il y a diverses pétitions en ligne qui existent. Concernant les banques, l'autorité de surveillance des marchés financiers a fait des recommandations de ne pas verser les dividendes. Le représentant d'économie suisse n'a pas apprécié la demande et a vertement répondu à la FINMA en disant que ce n'était pas son affaire et que c'était aux banques de choisir. Elles ont d'ailleurs choisi d'ignorer cet avis, mais pour ne pas froisser, elles donneront leur argent, les dividendes, en 2 fois, histoire que ça paraisse moins lourd. Pour rappel, comme pour l'aviation, on est là face à de gros pollueurs. Le Crédit Suisse fait des investissements conséquents dans les énergies fossiles. Le secteur bancaire est ainsi responsable de 2 fois plus d'émissions de CO2 que toute la Suisse. Alors, première conclusion, qui paye la crise? Alors, pour le moment, ce ne sont pas les riches, ni les banques, ni les entreprises. Ce sont les travailleurs et surtout les plus précaires. On a parlé de cette file de 2500 personnes samedi à la patinoire des Vernets pour recevoir de la nourriture. Et cela, souligne le journal du SSP, alors qu'au cours des dernières années, les bénéfices des entreprises, y compris des PME, ont été très importants. Les actionnaires empochent chaque année davantage de dividendes. L'année dernière, les entreprises suisses ont versé 47 milliards de francs à leurs actionnaires, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans et 20 fois plus qu'il y a 20 ans. Deuxièmement, les grands patrons et actionnaires ont bénéficié d'un cadeau fiscal après l'autre. Ce sont des milliards de francs. Hein. Le dernier en date, la RFFA, est d'ailleurs entré en vigueur cette année. Et ce n'est pas pour rien que d'après le classement du magazine Bilan, les 300 plus riches de Suisse détiennent une fortune supérieure à 700 milliards de francs. Résultat des courses, fin mars, on avait 18 000 chômeurs supplémentaires. Les salariés qui se retrouvent au chômage partiel, on en compte 1,7 million au 24 avril, et ils doivent faire face à une baisse significative de leurs revenus, vu que le chômage partiel ne couvre pas tous les frais. C'est seulement 80% du dernier salaire. Alors voici les premières victimes économiques, les plus fragiles et les travailleurs. De plus, comme Naomi Klein l'avait théorisé avec la stratégie du choc, le patronat suisse en profite. Il a fait savoir ses propositions pour la sortie de crise. Pas de hausse de salaire, extension du temps de travail, limitation des assurances sociales et suspension momentanée du droit de recours pour les constructions. Limitation des assurances sociales pour forcer les travailleurs à accepter n'importe quel emploi. Et bien sûr, attaque contre toutes les lois en faveur de l'écologie qui seraient contraires à leurs intérêts. Ces demandes sont évidemment portées par les porte-paroles des plus riches, les partis de droite. On a par exemple l'UDC Thomas Aichi qui veut assouplir les critères d'un emploi convenable pour forcer les chômeurs à accepter n'importe quel emploi. Il propose carrément de les envoyer dans les champs.
Mais ce n'est pas tout. Je vous rappelle, ça c'est provisoire. Ça c'est ce qui se passe actuellement. Le tsunami est en route. Il faut s'y préparer. Alors qui va payer à long terme? Qui va subir ce tsunami? Et que faire de ces montagnes de dettes qui s'accumulent? Pour les personnes qui se disent là, oh, l'économie c'est compliqué, rassurez-vous, on va faire très simple. Et surtout, rappelez-vous qu'en démocratie, tout est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas de secteur réservé à des spécialistes. Alors, il y a plusieurs scénarios de sortie de crise. Je vais m'en limiter à en présenter 3. Première solution, créer de la dette publique et la rembourser. C'est déjà la proposition du PLR qui soutient que la Confédération devrait présenter à court terme un plan de réduction de la dette découlant de la crise liée au coronavirus. Le PLR appelle à ce que les mesures de soutien prennent fin le plus rapidement possible et ne veut pas que la crise soit exploitée pour étendre l'État-providence à long terme. Et comment rembourser rapidement? C'est toujours la même solution pour les partis de droite. En laissant les riches profiter de baisses d'impôts, en croyant à la théorie du ruissellement, en baissant les salaires et en faisant des coupes budgétaires dans les services sociaux, le fameux État-providence. Cette méthode s'appelle l'austérité. Cette solution, déjà utilisée lors de la crise de 2008, est absolument inacceptable, tant au niveau moral qu'au niveau de l'efficacité. Moralement d'abord, car elle fait payer la crise à la population. Mais cette crise n'est pas la nôtre. Elle est provoquée par le capitalisme qui a favorisé l'apparition du virus par la déforestation. La maladie est ensuite devenue une pandémie en étant propagée par la mondialisation néolibérale qui a en plus délocalisé et donc brisé nos chaînes de production au moment où on en avait le plus besoin. Enfin, la pandémie a été rendue plus mortelle par les coupes néolibérales sur les services sociaux. Ceux qui se sont enrichis pendant des années grâce au capitalisme, à la mondialisation néolibérale et aux coupes néolibérales sont à blâmer. C'est à eux de payer la note. L'austérité est aussi inacceptable du point de vue de l'efficacité. On a vu les ravages que ces politiques économiques ont amenés en Grèce. C'est une catastrophe qui frappe injustement les plus pauvres, à tel point que même le FMI, si libéral, a été obligé de revenir sur ce dogme et de renier cette solution. La solution numéro 2, c'est de créer de la dette et de ne pas la rembourser. Cela revient à sacrifier les banques. Alors, comme en 2008, nous nous retrouverons face à un véritable chantage du secteur bancaire, qui par sa chute menacera l'économie mondiale. Abandonner les banques, c'est laisser des entreprises mourir et sacrifier de l'épargne des gens, notre épargne. Une solution immédiate serait de ne sauver que l'épargne des Suisses et de sacrifier celle des évadés fiscaux. On peut aussi bien taxer plus fortement les grandes fortunes. C'est une solution plus juste, puisqu'elle ferait payer aux plus riches, qui sont les complices de cette crise. On va nous faire le même chantage avec les actionnaires en nous rappelant que tous les actionnaires ne sont pas riches, mais qu'il y a aussi nos propres fonds de pension en jeu. C'est vrai. Le capitalisme a fait de nous ses complices et il ne sera pas simple de nous libérer de son emprise. Cela aura un prix. Il sera encore plus élevé si les banques font faillite. Nous risquons tous d'être affectés, mais c'est la condition pour retrouver notre liberté économique. Dernière solution, la monnaie hélicoptère. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans ce cas-là, c'est la Banque nationale suisse qui financerait directement les salaires sans passer par les banques privées. Cette solution se rapproche du salaire à vie élaboré par Bernard Friot. Elle éviterait de donner les pleins pouvoirs à la finance spéculative, mais elle relancerait aveuglément l'économie. Or, nous n'avons plus que jamais besoin d'une politique économique orientée vers la transition climatique. Dans ce but, on peut imaginer que cette distribution se fasse sous forme de chèques RECA pour soutenir le tourisme suisse et de monnaie locale, comme notre Léman. On peut aussi choisir une politique volontaire pour soutenir les producteurs locaux de cette manière. En conclusion, il y a plusieurs possibilités, mais dans tous les cas, si nous voulons changer de société, il faudra prendre le pouvoir à ceux qui l'ont et cela nous coûtera cher en efforts et en argent. Mais en face, le capitalisme conduit à notre ruine. Alors ne sortons pas de cette crise sans espoir. Si nous avons appris une chose des suites de 2008, c'est que nous ne pouvons pas laisser les riches et leurs politiciens choisir à nos dépens. Agissons. D'abord par la discussion, il faut expliquer aux gens le lien entre la crise sanitaire et l'écologie et remettre la faute sur le système capitaliste. Un dirigeant disait qu'il est moral et juste de rembourser la dette du Covid-19. Je n'ai pas pu retrouver la source malheureusement, mais cela montre bien que c'est une question d'opinion publique. Il faut rappeler que ces dettes ne sont pas morales justement. Les prêteurs sont des joueurs quand ils prêtent à des États. Quand ils gagnent, ils gardent l'argent et quand ils perdent, c'est à nous de renflouer. Ce n'est pas moral. Quant à la question de la justice, on a vu qui étaient les complices de cette crise.
Il est encore temps d'établir un rapport de force par le soutien aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, mais surtout en parlant et en essayant de convaincre les gens. Merci à tous nos intervenants. On voit que Eline Muller nous a rejoint. Évidemment, les chaînes de supermarchés, donc la Coop et la Migros, qui en Suisse se partagent 80% du marché de la grande distribution, ont tiré un profit énorme de la crise. Ont même j'ai l'impression, redoré leur image. Donc, on a vraiment une confiance du grand public dans ce que fait la Coop et la Migros qui est vraiment hallucinante, tout en sachant que, évidemment, c'est des entreprises qui génèrent du profit, qui s'étendent de plus en plus. Donc ça, c'est un des aspects, c'est vraiment la mainmise le renforcement de la mainmise d'un duopole sur nos sources d'alimentation. L'autre, qu'est-ce qu'il y a d'important par rapport à l'agriculture? Oui, je dirais, voilà, ça, le fait aussi, on a vu le fait que les plantons, les semences et même les outils agricoles n'étaient pas considérés comme des produits de première nécessité. Donc, ça montre aussi de nouveau la dépendance qu'on a. On peut se nourrir, oui, c'est important, mais en suivant un certain schéma commercial. Donc, ça, c'est un point important. Et puis après, bien sûr, il y a toute la question de l'ouverture ou non des frontières sur certains produits, de décisions politiques qui ont été prises relativement au début de la crise, par exemple sur la production de viande, où tout à coup, il y a eu, je ne sais plus combien de millions, 30 millions, je ne sais plus, qui ont été débloqués pour aider les producteurs de produits carnés à congeler leur viande, parce qu'en fait, c'est les restaurants qui sont les principaux consommateurs de viande, enfin vendeurs de viande. Et du coup, il a fallu aider ces producteurs-là à stocker leurs marchandises parce qu'il n'y avait plus de moyens d'écouler. Mais à l'inverse, il y a eu une ouverture des frontières aussi sur les produits garnis. Donc, on va d'un côté donner de l'argent pour stocker ces aliments-là, et de l'autre côté, continuer à importer de la viande bon marché de moins bonne qualité d'autre part. Un dernier truc que j'ai pu voir qui se rapproche un peu de la notion aussi peut-être du choc, entre guillemets, c'est que tout à coup, il y a eu cet engouement pour les marchés à la ferme, les paniers de légumes, etc., qui est très bien. Enfin, voilà, ça montre que quand même, tout le monde n'est pas prêt à aller juste à la Coop parce que les marchés sont fermés, par exemple. Par contre, ce qu'on a vu aussi, ce qui est à plus basse intensité, de plus petite échelle, mais c'est tout à coup beaucoup de petites start-up, de trucs, de compagnies, de compagnies déjà existantes privées qui vont surfer sur la vague de l'agriculture de proximité et vendre des trucs en faisant croire que c'est du local, etc., alors que c'est pas forcément, en tout cas, ça va pas forcément dans le bon sens, dans le sens que c'est pas d'une agriculture contractuelle qui soutienne les paysans, qui soit résiliente, etc. Donc ça, c'est aussi un des risques. Et on va voir des boîtes comme Coca, par exemple, s'engouffrer dans cette brèche et des choses comme ça. Donc, c'est aussi des choses à surveiller à plus petite échelle. Voilà ce que je vois la question de Rose tout à coup dans le chat. Oui, il y a eu, bien sûr qu'il y a eu en fait, effectivement un engouement aussi pour les circuits courts. Après, la question reste ça va être de qu'est-ce qui reste après coup. Est-ce que les gens qui sont commencés à aller à acheter à la ferme vont continuer à aller acheter à la ferme quand ils seront repris dans leur rythme, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a eu cet engouement. Les maraîchers, les marchés à la ferme ont eu tout à coup, on produit plus. On fait aussi, du coup, ça veut dire qu'ils ont prévu des plans de culture. Ils ont planté beaucoup plus.
Maintenant, il va falloir que cet engouement-là, il suive pour que ça soit durable pour eux aussi. Et oui, effectivement, il faut trouver des moyens de maintenir ce cap à mon sens, en encourageant l'agriculture contractuelle de proximité où les gens s'engagent vraiment à prendre toutes les semaines des produits frais chez les producteurs. Il faut aussi faire attention parce qu'on voit toujours que les légumes. Mais en vérité, il y a beaucoup d'autres produits et il y a beaucoup c'était très compliqué pour les fromagers, pour les producteurs de viande, etc. etc. Donc, c'est pas, l'agriculture, c'est malheureusement pas que les légumes. Et puis, on est quand même extrêmement dépendant de l'extérieur sur les produits céréaliers, etc. Merci beaucoup, Eline. Je pense que c'était un complément important. Je propose de redonner la parole aux 4 intervenants pour faire un dernier tour de conclusion. Alors, de nouveau online. Alors, très, très brièvement, parce qu'on le voit, la crise d'un système comme celui dont on vit nous amène à réfléchir à plusieurs niveaux et dans plusieurs branches de l'activité économique. C'est un peu, je trouve aussi, la force d'un mouvement comme celui de la grève du climat qui veut être hétérogène et disons, dans ces différences, être riche. Et je pense qu'il faudra continuer, comme on l'a entendu dans les différentes interventions sur ce niveau, être attentif aux différents endroits où le système capitaliste est bien ancré et continuer à surveiller ce qui se passera ces prochains jours avec la soi-disant reprise à la normalité, en sachant que justement cette normalité est celle qu'on a bien contestée ces dernières années ou décennies. Et évidemment, il y a des conflits. Moi, tout à l'heure, avant de me connecter avec vous, j'étais avec des travailleurs dans la logistique qui viennent d'être licenciés. Donc, il y aura des gros conflits en termes de perte d'emploi. Et il faudra tous ensemble trouver les bonnes idées pour éviter qu'on retournera à ce type de normalité, les licenciements, la crise, la paupérisation. On appelle suivant cela un nouveau Green New Deal, un nouveau pacte vert. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a un espace important de réflexion aujourd'hui. On doit être tous capables, avec ses propres ressources et moyens, de pouvoir contribuer à un réel changement de notre façon de vivre ensemble et de faire de l'économie. Ce que je peux peut-être ajouter, qui a un lien, c'est qu'on a publié dernièrement, je vais me tourner sur les décisions qui ont été prises au niveau européen dernièrement par rapport à l'environnement, en donnant la main à la plus grosse multinationale mondiale, BlackRock, pour s'occuper de ce qui est de l'environnement et des aspects sociaux, mais par le biais bancaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, ils ont donné carrément tout l'aspect environnemental, climatique à une multinationale. Donc, quand on parle de Green New Deal, moi, je suis dans de grosses... je me pose de grosses questions parce que BlackRock, elle brasse des milliards et des milliards. Elle est plus lourde que toutes les banques mondiales réunies. Et qu'on est en train d'imposer comme ça, de faire une sorte de transition écologique capitaliste qui, pour les plus avertis, s'en rendent compte, pour les autres, c'est pas forcément évident à déceler en fait. Du coup, je pense qu'il faut attirer l'attention là-dessus. Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut savoir que BlackRock investit plus de 100 millions à Genève, notamment sur les AVS. Parce qu'elle fait son business sur les investissements d'énergie fossile, mais aussi sur les fonds de pension. Et du coup, il faut avoir un œil, parce que ça, on n'entend pas beaucoup parler, mais j'invite tout le monde, dès que vous entendez parler de quelque chose, de faire des recherches et de voir qui est qui et comment ça fonctionne en fait. Et pour revenir juste par rapport à mon sujet, par exemple, ce traçage qu'ils vont mettre ensemble, cette application,
il faut la boycotter. C'est une application, elle ne va pas protéger du virus. Ce n'est pas un vaccin. C'est un moyen de contrôle qui va être après banalisé. Et c'est des genres de choses comme ça, il faut parler autour, il faut en parler. Il faut dire, voilà, ça ne protège pas. En plus, il y a le risque d'avoir des abus, du hacking là-dedans. C'est du business pour les assurances. Savoir qu'il y a des conseillers d'État qui font du business avec vous. On a tous un numéro de dossier aux caisses maladie, et c'est parce que avoir un dossier écrit à la main, c'est beaucoup plus compliqué à faire du business avec ça qu'avec un numéro et avec quelque chose de numérique. Et donc, en fait, il y a tous ces aspects où il faut en parler. Moi, je pense que c'est important d'en parler autour de soi. Et puis, créer une sorte de cohésion, de solidarité où il faut boycotter des choses, il faut serrer les coudes, quoi. Merci. Oui, donc je voulais revenir sur en fait, le film La stratégie du choc. Naomi Klein explique que cette stratégie fonctionne à l'ignorance et à la peur. Donc on lutte contre par l'information que l'on reçoit et l'information que l'on transmet. C'est très important justement de venir se former, d'écouter, de se renseigner et de transmettre ce qu'on a appris, pas de garder ça uniquement pour soi en disant ah, c'est bon, je suis plus intelligent que les autres, je sais, je ne me ferai pas avoir, etc. Non, non. Il faut que collectivement on y arrive. Au niveau de la peur, il faut être très clair, il faut savoir ce qu'on risque de perdre. On risque de perdre beaucoup d'argent, c'est clair, surtout si on refinance les banques, si on soutient le système qui nous a mis dans cette situation-là. On ne s'en sortira pas. On se laissera mettre la corde au cou pour au moins une vingtaine d'années. La crise de 2008 a plongé les économies mondiales dans la récession pendant plus d'une dizaine d'années. On commençait à tranquillement ressortir la tête de l'eau que boum, une nouvelle crise arrive. Et c'est sans parler, vous remarquez peut-être 2001, la bulle Internet, et puis avant celle de 97, etc. Comme a dit Madé, le capitalisme crée systématiquement des crises. C'est le système entier qui est en crise. Donc si on sauve ce système-là, la prochaine crise nous remettra encore plus la tête sous l'eau. Donc il faut absolument savoir qu'on va perdre des choses si on lutte contre ce système capitaliste. On va perdre beaucoup d'argent, on va perdre beaucoup d'énergie, c'est clair. Mais si on ne le fait pas, le remède, ce sera pire, ce sera évidemment pire. Donc il ne faut pas s'imaginer par contre qu'on va changer les choses en faisant une grande action, une seule grande action. Ce n'est pas comme ça. Il n'y aura pas de prise de la Bastille et il n'y aura pas non plus de manifestations monstres dans l'immédiat à cause des mesures sanitaires. Par contre, c'est par un travail lent, invisible, de discussion, de formation, de soutien à vos organisations, qu'elles soient politiques, associatives, syndicales, qu'on peut établir à la longue un rapport de force. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que dit Patrick que tu as entièrement raison quand tu dis que pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas faire la prise de la Bastille, ce que j'ai bien aimé, mais et qu'effectivement, pour le moment, il faut soutenir, s'informer et puis faire un bloc et faire des actions chez soi ou soutenir des associations, les collectifs, etc. Pour le moment, transmettre les informations. Moi, dès que je croise quelqu'un avec qui je parle, un voisin, machin, on se met à discuter et je dis ouais, mais vous savez, il y a ça, il y a ce documentaire, vous pouvez regarder ça, ça commence par là, hein, de bouche à oreille. Et puis, dans un deuxième temps, au moment du confinement, Naomi Klein le dit à la fin de son documentaire, quand Roosevelt dit comment, si vous voulez qu'on change les choses, obligez-moi à le faire, sortez dans la rue. Je pense qu'à un moment donné, quand il y aura du déconfinement, il va falloir sortir en masse. Je partage tout à fait ce qui a été dit par rapport aux propositions de Naomi Klein. Donc, c'est vraiment s'informer, se former, s'organiser, rejoindre des structures, qu'elles soient syndicales, associatives, etc. Continuer à trouver des sources de connaissances. Dans ce sens, la grève du climat Genève va continuer à organiser des formations. La grève du climat Vaud en organise aussi régulièrement. Donc, elles seront aussi mises en ligne sur notre page, sur la page Facebook de la grève du climat Genève. Et d'autres formations qu'on a recommandées jusqu'ici et que je vais continuer de recommander, c'est celle du Transnational Institute, TNI. Le 13 mai, il y aura un webinaire justement sur la question d'une critique du Green New Deal international qui est mis en place. Donc, je vous invite vraiment
à venir suivre ce séminaire, à ce webinaire actuel également. Je vais juste avancer en présentant même la journée du 15 mai. Au niveau national, il y avait une grève qui était prévue pour le 15 mai, qui est appelée Grève pour l'avenir, Strike for Future. Et à Genève, nous avions créé le collectif Genevois pour la grève du 15 mai. Évidemment, dans le contexte du confinement, la grève en tant que telle n'aura pas lieu. En revanche, nous avons sorti des revendications. Je vous invite à les lire, à en prendre connaissance et puis voir quels sont les sujets, le sujet sur lequel vous voulez travailler, vous mobiliser. Et puis le 15 mai, on va appeler à une mobilisation qui sera quand même présente, en particulier à 11h59. L'idée, c'est de dire qu'il est -1 et que l'action pour le climat, pour le maintien des droits sociaux est urgente et donc il est -1, il faut agir. Donc il y a ce premier appel à faire du bruit aux fenêtres à 11h59 ce jour-là pour les personnes qui seront encore en situation de confinement, de semi-confinement. La deuxième chose, évidemment, c'est de continuer de soutenir les droits des travailleurs, travailleuses et de ne pas oublier, lorsqu'on parle de métiers essentiels, de travailleurs, travailleuses essentiels, qu'en dehors du secteur, évidemment, de l'alimentation et de la santé, il y a tout ce qui est la question de la logistique, la question de la maintenance, du nettoyage, les commerces de proximité, les commerces d'alimentation. Je remercie une nouvelle fois les intervenants, donc Madé, Umberto Bandiera de UNIA, Paola, Théo de la Grève Climat, Patrick et Eline Muller qui donc collabore avec entre autres Unitaire et que je remercie d'être intervenu également à la dernière minute. Et puis surtout un retour par rapport à cette présentation, qu'on puisse améliorer, comment est-ce que vous voyez quelque chose, comment ça vous a plu ou il y a des choses qui sont moins plu. Ça serait super, merci beaucoup. Je vais vous rouvrir vos micros à tous pour qu'on puisse se dire au revoir, vous remercier, restez bien branchés sur nos canaux, on vous communiquera des nouvelles dates de formation, celle-ci sera mise en ligne, les références également et on continuera bien sûr à partager les formations organisées par d'autres et donc si vous avez des compétences techniques que vous pouvez partager avec nos mouvements pour qu'on puisse effectivement améliorer nos capacités de communication, ce serait formidable. J'ouvre les micros. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci Émilie pour la modération. Oui, merci Émilie. Merci camarades, bonne soirée. Grazie. Merci à toutes et tous et à toutes et tous. Bonne soirée. Merci beaucoup.